pas aux souffrances des gens. On va donner la parole à Jean Gabory, notre sentinelle citoyenne, il est cofondateur des Jeunes avec Macron. Jean Gabory, vous êtes avec nous? Oui, votre mouvement, c'est du pipeau, comme dit André Chassaigne? C'est pour laisser le système en place? Mais non, c'est faire pas... que tout change pour que rien ne change? Pardon? Je reprenais les propos de monsieur Chassaigne. Pour que rien ne change, le départ. C'est du pipeau, votre mouvement? Une réaction? Non, notre mouvement, c'est pas du pipeau. Vous savez, nous, ça fait 1 an qu'on a cofondé les Jeunes avec Macron. On était 4 au départ. Aujourd'hui, on est 7000. Hier, on était 3000 dans la salle. Et on a 70% aux Jeunes avec Macron, de jeunes pour qui c'est leur premier engagement politique. Alors non, c'est pas du pipeau. Macron, il est là pour casser les passerelles. Enfin, il est là pour casser les codes et justement pour permettre des passerelles aux jeunes. Et pas seulement aux jeunes. Monsieur Chassaigne, c'est vrai. C'est pas du pipeau. Et hier, c'est pareil. C'était pas du marketing parce que les 3000 personnes qui étaient dans la salle, c'est 3000 personnes qui ont été sur le terrain depuis avril. Et ces 3000 personnes qui venaient pas uniquement de la région parisienne, mais de toute la France. Ces 3000 personnes qui ont œuvré à En Marche, qui ont œuvré aux Jeunes avec Macron depuis avril et depuis même un petit peu plus longtemps. Pour accompagner ces mesures antisociales, sans doute. C'est pas du marketing et c'est pas que de l'apparat. C'est aussi le début. Et tout commence. C'est le début d'une construction d'un plan d'action, voilà, qu'on va mener pour la fin de l'année. Jean Gabory, merci. On vous retrouve en fin d'émission pour conclure. Le ministre de l'économie, donc à son côté, à côté de son mouvement, a commencé à se bâtir un réseau, une quarantaine de parlementaires proches et séduites par son approche et son positionnement politique. Reste à convaincre la gauche et les Français. Elisabeth Tholomé. Emmanuel Macron, en marche vers un destin national. Un rêve pour lui, mais a-t-il derrière lui les soutiens nécessaires? Janvier 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie depuis quelques mois seulement, engage son premier vrai combat face aux députés. Il vient défendre la loi Macron et c'est loin d'être gagné. Quand Emmanuel Macron est arrivé ici à l'Assemblée nationale avec ce texte immense, qui était inédit sous la Ve République, notamment par les 411 heures de débat qui ont suivi, il y avait un peu des ricanements en disant voilà le bleu, le débutant, qui arrive avec un texte, il ne connaît pas bien tout ça. Bon, et très rapidement, il y a eu à la fois de l'empathie et du respect. Jamais un ministre dans l'histoire récente de la République n'a passé autant de temps, n'a autant pratiqué la co-construction législative. Un ministre pugnace et accrocheur. La méthode a donc séduit quelques députés socialistes. Ils sont aujourd'hui une vingtaine derrière lui. Avec même une prise de guerre du côté du très à gauche, Arnaud Montebourg. Malgré des années avec Arnaud Montebourg et un plaisir à militer aussi avec Arnaud Montebourg, je pense que celui qui a le diagnostic le plus fin et celui dont je me rapproche le plus, c'est Emmanuel Macron. Depuis, le réseau Macron s'organise. Nous faisons un petit déjeuner régulièrement. On discute, on échange un petit peu sur l'actualité, comme tous les groupes politiques qui sont structurés autour de leaders. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les uns, chez les autres. En comptant les sénateurs, ils sont une trentaine de parlementaires autour d'Emmanuel Macron. Un bon début, mais insuffisant pour un vrai réseau qu'il peine à construire. Vous ne construisez pas un parcours politique en 15 jours. Ça n'existe pas. Donc les députés ont ce sens du temps. Ils respectent finalement quelqu'un qui se confronte au suffrage universel. Il y a ce profond respect. Nous passons par le suffrage universel, donc nous respectons ceux qui passent par le suffrage universel. Un côté novice qui inquiète jusqu'à ses soutiens. Une certaine candeur qui, en politique, peut être dangereuse. Pour élargir son assise, le ministre de l'économie se heurte à un problème de fond, son libéralisme. Le groupe socialiste a infligé à ses textes des camouflets en rafale, l'utilisation du 49.3 sur la loi Macron. Et dans la loi Sapin 2, les députés PS ont détricoté son article majeur sur la formation des artisans. Alors, à la Tourelle, il y avait, pour être précis, quelques 45 parlementaires présents hier soir. Combien êtes-vous véritablement de fidèles autour d'Emmanuel Macron? Écoutez, moi je vais vous prendre par exemple dans la région Basse-Normandie, l'ancienne région Basse-Normandie, la moitié des députés de gauche sont avec Emmanuel Macron. En ce qui concerne d'autres... Ils vous le disent ou comment? Ils travaillent avec lui, ils viennent, et voilà. Moi, dans ma propre formation politique, la moitié des députés radicaux de gauche sont très sensibles à ce que dit Emmanuel Macron. Il apporte une bonne nouvelle. J'ai entendu ce que notre ami Chassaigne disait tout à l'heure sur les partis, la société pourrie et tout. Lorsque j'ai commencé à faire de la politique en 1969,
Monsieur Duclos faisait quoi, 21%. Actuellement, vous faites quoi, 2%. Voilà à peu près le résultat de l'action d'un parti politique. Actuellement, nous sommes bien dans l'obligation de dire qu'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. La France n'arrive plus, dans le cadre de ses partis politiques, à convaincre tout un certain nombre de gens. Elle n'y arrive plus. Il faut un contenu. Mais bien sûr qu'il faut un contenu. Ça, j'en suis bien d'accord. Il faut un contenu. C'est pourquoi hier, j'ai été très satisfait de voir qu'Emmanuel Macron parlait de l'Europe, parlait de la laïcité, parlait de l'identité française, parlait de la jeunesse, parlait également de la France qui souffre. C'est quand même une accumulation de poncifs et d'idées creuses. Je croyais que vous ne deviez pas interrompre, cher monsieur Massaigne. D'une façon nouvelle. Et c'est surtout cela qu'il faut retenir. Vous savez, monsieur, moi, ma mère, quand on est arrivé en France, elle a milité et elle a adhéré au Parti communiste. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de propositions, ils ont incarné beaucoup de choses. Mais ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'ont pas associé les gens à l'action au projet et redonner de l'espoir. Aujourd'hui, le pays est à un carrefour auquel on a besoin d'avoir une vision nouvelle. Et cette vision, il faut la construire avec tous les Français. Vous parliez tout à l'heure de nid et de cassure ou d'anti. Emmanuel Macron n'utilise pas ces termes-là. Nous sommes dans la bienveillance qui consiste à proposer un projet pour P-O-U-R. Nous ne sommes plus dans l'ère du contre les uns ou contre les autres. On essaye de fédérer et d'associer des gens qui, venant de tous bords. Moi, j'anime à Versailles. Je pratique couramment, c'est ce qu'on pratique couramment. Non, monsieur. J'anime à Versailles. Christophe Carrèche. Des actions avec des gens qui sont de tous bords, de droite comme de gauche. Ce qui nous unit, c'est l'envie de créer dans ce pays un nouvel élan, un nouvel espoir. Et il l'incarne. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Les faits sont têtus. Et ce n'est pas une réalité de jeunes. Les faits sont têtus. La société est ce qu'elle est. Si on n'affronte pas la société, si on la faut telle qu'elle est, si on ne veut pas transformer la société, on pourra avoir les plus belles idées du monde, on n'arrivera à rien. Moi, je travaille aussi avec des gens de toute sensibilité politique. Mais on ne vous écoute pas. On ne vous écoute plus. Christophe Carèche, ça c'est à voir. Christophe, on verra si l'astre est si mort que ça en 2017. On fera le point. Et il est peut-être. S'il vous plaît, on va quand même pas aller sur les pas du radicalisme. Parlons pas autant. Aziz François Ndiaye parle donc d'avoir travaillé avec des gens de droite, de gauche. Il n'y a plus de clivage chez Emmanuel Macron, c'est ça? Je suis sensible à ce qui est dit. Il ne faut pas qu'il y ait de faux débats. Et je pense que les partis ont une responsabilité politique dans le délitement démocratique que nous connaissons. Moi, je ne veux absolument pas nier cela. Simplement, je pense qu'il faut faire attention à ce que cette situation n'entraîne pas une réponse qui serait finalement une réponse qui est de dire, bon, bah, on bazarde tout ça, les partis politiques, ça ne sert plus à rien, ils sont impuissants, ils ont été incapables, etc. Et qu'est-ce qu'on installe? On installe une sorte de relation un peu directe, et c'est une tentation qui existe, particulièrement en France, une tentation directe entre un homme, une femme et la population. Voilà, moi je dis, il faut reconstruire une démocratie. Il faut reconstruire une démocratie avec des partis politiques, avec du débat politique, avec de la délibération, et pas seulement dans une relation. Et c'est vrai que dans les propos hier d'Emmanuel Macron, je sais que beaucoup d'élus, de députés, etc., ont été un peu choqués sur la dénonciation anti-système, etc., etc. Bon, Emmanuel Macron avait parlé de la caste, Pour moi, la caste, si vous voulez, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein. Moi, je l'ai bien repérée, la caste, dans ce pays. Je sais où elle est. D'ailleurs, Pierre Bourdieu avait écrit un excellent bouquin sur ce qu'il appelait la noblesse d'État. Hein, la noblesse d'État. Bon. Oui, mais les fonctionnaires politiques, c'est également la caste. Peut-être, mais enfin, la caste, elle est pas, en tous les cas, elle n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Oui, mais donc ceux qui n'ont fait que de la politique, soit comme fonctionnaires, soit comme élus, font partie de cette caste. Ce que je veux dire, oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que attention à des discours qui peuvent alimenter. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais qui peuvent alimenter, moi je trouve, une vision dangereuse de l'avenir de notre démocratie. Donc encore une fois, il faut reconstruire, il faut refonder un certain nombre de choses, mais il ne faut pas se laisser aller à des discours d'ailleurs qui sont tenus par les extrêmes. Il y a un souffle nouveau, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a un souffle nouveau, et ce souffle nouveau, il faut l'écouter. Il y a ce souffle nouveau, il traverse toute une partie de la société, mais surtout, il s'adresse aux jeunes. On a toujours voulu
plus faire de notre politique avec la jeunesse la ligne rouge, celle que l'on devait suivre. Enfin, il y a quelqu'un qui l'écoute. La jeunesse qu'elle attend. Qui s'y retrouve. Non, mais la jeunesse qu'elle attend, c'est des propositions et des mesures qui la concernent directement. Mais c'est la jeunesse qui innove, c'est celle des start-up, c'est celle du renouveau, ça existe, ça. André Chassaigne, arrêtons d'inventer l'eau chaude. C'est vrai qu'on a tous conscience qu'il faut une nouvelle pratique politique. Moi j'essaie de le pratiquer personnellement sur la circonscription où je suis élu. Le Parti communiste aujourd'hui a engagé tout un débat aussi pour faire du porte-à-porte, pour essayer de faire remonter les revendications. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'illusions. Je pense bien sincèrement que si on veut répondre aux difficultés des gens, si on veut répondre aux attentes, que ce soit la souffrance qui est celle des agriculteurs, qui est celle des salariés à petits, qui avaient dans les entreprises qui ferment aujourd'hui, des employés, des personnes âgées qui ont des revenus en baisse, si on veut répondre à cette souffrance-là, il faut s'attaquer au système. Et ce que je reproche à M. Macron, et il affirme d'ailleurs, il affirme son idéologie, j'ai souvent échangé avec lui, c'est vrai qu'il est sur le combat idéologique, mais on n'a pas le même. Lui, il affirme être porteur d'une forme de libéralisme. Moi, ce que je pense, malgré toute la sincérité que vous avez, je ne mets pas en cause votre sincérité. Je la mets vraiment pas en cause. Mais soyez attentifs à ne pas être pris dans une illusion. Parce que vous savez, quand on est adepte d'un système, le système financier, que symbolise très bien d'ailleurs M. Macron, quand on veut pas mettre en cause ce système, on n'arrivera pas à répondre aux attentes des gens. Si vous vous trompez par rapport à ça. Permettez-moi juste, monsieur. Je voulais vous donner l'avis d'Alain Madelin. Macron a la bonne orientation, mais il manque un discours d'empathie sociale, confie celui qui avait voulu défendre les couleurs du libéralisme en 2002 et qui avait récolté que 4%. Vous voyez, monsieur, il manque un discours d'empathie sociale. Il parle pas à la France qui souffre, Emmanuel Macron. Mais c'est pas qu'il en parle pas, c'est qu'il est avec cette France qui souffre. Je peux vous dire que sur le terrain, on va dans les quartiers, les gens écoutent et comprennent ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune dans les quartiers difficiles, il a quoi comme espoir? Je vais vous dire, quand vous avez 50% des gens chômeurs qui viennent des quartiers qui sont non diplômés, qu'est-ce que le système leur offre comme perspective? Rien. Oui, mais c'est le système que veut maintenir M. Macron. Non, M. Macron, c'est ce système de domination. Mais non, et surtout il s'attaque pas au cœur du système, il l'accompagne. À ceux qui souhaitent, il ne l'accompagne pas. Il veut ouvrir les énergies pour que les gens qui souhaitent... Voilà, les énergies. Oui, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que les artisans vont être concurrencés par des gens sans qualification. Ça aboutit au fait qu'on casse tout ce qu'on a pu construire. Il veut libérer l'économie administrée telle que vous la représentez, il n'en veut pas. Il veut un système à l'américaine. Il veut pas un système soviétique. Vous savez, hier, j'étais avec M. Collomb, juste après l'intervention de M. Macron. Avec le maire de Lyon. Avec le maire de Lyon. Et croyez-moi, c'est pas un utopiste, c'est pas un monsieur qui n'est pas sensible à ce que vit le peuple. Croyez-moi, quand nous avons des propositions qui visent à libérer les énergies et libérer les économies, ça se fait sur la base du réel social de ce pays. Aujourd'hui, on a des gens qui souffrent et à qui le système ne propose rien. Nous avons pour ambition de les associer à ce qui va être proposé. Et ces gens-là adhèrent à En Marche. Est-ce qu'on touchera au Grisby? On y touchera au Grisby, à ceux qui s'en mettent plein la poche? Est-ce qu'une fois Macron dit... Au contraire, il les protège. C'est par exemple sur les actions gratuites, sur tout un tas de propositions. Il protège ceux qui détiennent l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il fait illusion par rapport à ça. Vous êtes trompé par rapport à ça. Je pense que vous confondez Macron et Sarkozy. Par rapport à ça. C'est pas les mêmes. Je ne mets pas en cause l'individu qui accepte le débat idéologique. Faut le reconnaître. Il accepte le débat idéologique. Il accepte d'être contredit et même il va au fond des choses. S'il était en face de moi, il me répondrait point par point. Mais pour autant, il est pour le maintien d'un système. Il ne dit pas le contraire. Vous savez, il y a une vieille expression paysanne. C'est ce qu'a dit l'expression paysanne. On dit, il a la queue du renard qui lui dépasse de la bouche et il dit qu'il l'a pas croqué. Or, il dépasse de sa bouche. Il dépasse de sa bouche les finances. Alain Touré, on passe la parole à Christophe. Permettez-moi simplement de vous dire que l'économie souffre autant de ces blocages, de ces asphyxies, de son impossibilité de marcher. Pas pour tout le monde.
elle souffre de cela. Et il faut absolument libérer l'économie. L'économie administrée, il n'y a rien de pire. L'économie administrée, partout où elle a existé, elle a échoué. C'est ça la réalité. Seule la social-démocratie était capable de nous apporter. On a vu le la résultat. social-démocratie, c'est la possibilité d'avoir une économie libérale. On a vu le résultat. Avec une redistribution faite par l'État. C'est là où l'État joue son rôle, dans la redistribution. Tout autre modèle, qui est votre modèle de l'économie étatique, il a échoué partout. La parole à Christophe Caréchan. Je pense qu'il faut qu'en 2017, ce débat ait lieu. Et je pense que c'est indispensable. Il se positionne quand même. Et notamment à gauche. Parce qu'à gauche, nous avons eu. Il y a des débats sociétaux. Il se positionne très clairement contre Manuel Valls, Christophe Caréchan. Sur la laïcité, par exemple, dans son discours hier, il s'en prend à ceux qui veulent inventer de nouveaux textes de loi, des normes pour aller chasser le foulard à l'université. J'ai vu ça, mais sur Manuel Valls, encore il dit on ne récupère pas Michel Rocard. Des gens ont essayé de son vivant, ils n'ont pas réussi. C'est une rivalité qui naît, c'est ça? Premier point, je pense que et moi je souhaite que les idées du courant réformiste qu'incarne Macron, mais il n'est pas le seul, soient présentes dans le débat des élections présidentielles et législatives. Ça, je pense que c'est impératif. On ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait avec des désaccords importants, avec mon voisin en particulier. On ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait pendant 5 ans et puis arriver devant les électeurs en disant écoutez, on est tous d'accord, etc., etc. Donc il faut que ce débat ait lieu. Et sur ce plan-là, je trouve que Emmanuel Macron est tout à fait utile. La différence avec Valls, je pense qu'elle n'est pas essentiellement sur les questions économiques et sociales. D'ailleurs, Emmanuel Macron, non, mais c'est pas ça. Emmanuel Macron était quand même l'inspirateur de la politique. Le pacte de responsabilité, c'est quand même lui. Hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet sur ces questions-là. Oui, tout à fait, je l'assume. Voilà. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que Manuel Valls considère que dans l'élection présidentielle, il y aura aussi un autre élément important, c'est la question de la République, et que ces questions-là doivent être aussi au cœur de l'orientation qui est la nôtre. Emmanuel Macron ne le traite pas pour l'instant, non, on ne peut pas dire qu'il l'a vraiment traité. Je pense qu'il l'a que républicain, ce que revendique être Valls. Vous avez deux aspects de la République. Il le traitera peut-être. Soit les républicaines, soit les démocrates. Ce que j'ai entendu hier reste quand même assez général, et je ne pense pas que ça fonde une orientation différente ou voilà. Je pense que sur cette question-là, par contre, Manuel Valls a un discours depuis longtemps, on lui reproche d'ailleurs certains débats, etc., mais qui est beaucoup plus construit. Mais maintenant, on verra ce que dira Emmanuel Macron sur ces questions. Mais pour le moment, j'ai pas eu hier, comment dirais-je, j'ai pas senti une idée très particulière, très originale sur ces questions-là. De nationalité, cette espèce de stupidité pour la dans laïcité, laquelle le président et le Premier ministre nous ont emmenés. Qu'il soit favorable à la laïcité, a priori, ça paraît... Vous êtes bien d'accord sur cette déchéance de la nationalité, qui était quand même l'une des plus grandes bêtises dans lesquelles on a pu être enfermé. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas soutenu cela. Pour moi, il va beaucoup plus loin que tout ce que vous dites. Quand il rappelle... Il aurait dû partir. Donc si c'est ça, M. Touré, il aurait dû partir. Il aurait dû avoir le courage de quitter le gouvernement. Eh bien, dans ce cas-là, il fallait qu'il le quitte. Il aurait fallu démissionner. Si c'était si important que ça, qu'il quitte le gouvernement. Il fallait dissoudre l'Assemblée. Il fallait dissoudre l'Assemblée, il fallait vous faire réélire là-dessus. Il y a eu des précédents. Alors là, il y a un problème de responsabilité. Il y a eu des précédents. Il y a eu des ministres. Il n'a pas démissionné la semaine dernière lorsqu'il a été mis en minorité sur l'organisation des manifestations dans Paris. Il ne pouvait pas démissionner à ce moment-là? Il y a des ministres. Je vous pose cette question. Est-ce qu'il ne devait pas démissionner alors qu'il venait d'être mis en minorité? La déchéance de nationalité. Sur l'organisation des manifestations. À ce moment-là, la responsabilité aurait dû le conduire à démissionner. Ce qu'il n'a pas fait. Je vous pose la question. Monsieur Valls devait remettre sa démission la semaine dernière lorsque lui-même, qui voulait empêcher les manifestations dans Paris, a été entravé. Mais si. Monsieur Touré. Revenons au fond des choses. Laissons parler ce monsieur. Pas sérieux. Qui voulait parler. Monsieur Ndiaye, un mot et après. Ce que je retiens, c'est que il va plus loin que ce que vous dites. Et sur quoi? Prenons le cas sur la laïcité. Il passe le message clair que ce pays a besoin de tous ses enfants. Il a clairement établi. Tout le monde le fait, il n'y a pas débat, non? Oui, mais certains, durant certaines années, ont fait, par exemple, du foulard un instrument politicien. On a essayé de traiter une partie de la population française d'origine musulmane comme si elle était incompatible avec la République. Tous ces petits débats de fond, on les a entendus. Il a été clair là-dessus. Nous sommes tous
dans la République, malgré nos différences, et la seule chose que je retiens moi, c'est la culture de la citoyenneté. Il est temps que dans ce pays, on cultive la citoyenneté malgré nos différences. Parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut construire un avenir commun. Aujourd'hui, on n'écoute plus les autres partis. Parce que les gens se sont éloignés du discours. Nous voulons ramener ces gens-là à la chose politique. Parce qu'il est temps que chacun prenne sa partition et chacun participe à la musique que doit jouer. Et cette musique, moi je l'ai entendue quand Emmanuel a commencé à en parler. Et beaucoup de gens nous rejoignent. Il faut nous rejoindre. J'ai rarement entendu un discours aussi profond que celui de mon voisin que je ne connais pas. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est ce qu'on en pense à droite. À droite, on n'est pas contre les idées libérales d'Emmanuel Macron, mais on aimerait bien qu'il sorte du bois. On écoute et on réagit juste après. Toute sa démarche laisse un trouble. Pas tellement sur les idées. J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve souvent que les idées qu'Emmanuel Macron met en avant sont plutôt intéressantes, qu'elles se bousculent la gauche. J'ai souvent retrouvé d'ailleurs dans son propos des choses que j'avais pu dire, que j'avais pu écrire. Les idées ne posent pas... Il est libéral sur le fond, il est libéral sur le plan économique, sur les questions de société, comme vous pourriez gouverner avec lui? Ces idées ne me posent pas de problème. Et je trouve que c'est plutôt bien qu'il aille bousculer la gauche là-dessus. Non, le problème, c'est sa cohérence politique. Ce sera quoi le bilan d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances? Vous savez, il y a eu cette fameuse loi Macron, on a expliqué que ça allait être la révolution dans l'économie. Il en reste quoi aujourd'hui? Quand on est ministre pour agir, pas seulement pour parler. Nous, à droite, quand on voit une gauche plutôt modérée, quand on voit quelqu'un qui se dit libéral comme M. Macron, on regarde ça plutôt avec un œil plutôt positif. Si on fait évoluer la gauche, c'est plutôt utile. M. Macron, il dit des choses qui sont souvent intéressantes. Le problème, c'est que son action et ses propos ne sont pas en harmonie, ne sont pas en cohérence. Il est de droite, il est de gauche, Emmanuel Macron? On pose la question. Quand on lui a demandé hier, il a dit « je suis de gauche ». Ma famille est de gauche. Je suis d'une éducation de gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il tire les conséquences de la situation actuelle. Le bipartisme n'existe plus. Nous sommes dans le cadre d'un tripartisme, avec le Front National qui occupe une situation centrale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut des majorités d'idées. Et ce sont sur ces majorités d'idées que la gauche radicale, ça fait 4 quand même. Oui, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est sur ces majorités d'idées qu'à partir de ce moment-là, on pourra éliminer les extrêmes et retrouver, dans le cadre du service de la République, un service commun qui puisse se faire. François Ndiaye. Moi, j'invite messieurs à venir marcher avec nous et voir que sur le terrain, on marche avec des gens de droite et de gauche et du centre et des gens apolitiques, des gens qui viennent de partout. Il est possible de nous retrouver autour de projets, d'idées, de projets citoyens. C'est-à-dire que le fait même de se demander si Emmanuel Macron est de gauche ou de droite, pour moi, c'est un débat d'arrière-temps. On est aujourd'hui... Excusez-moi, mais c'est lui qui a posé le problème. Non, il a clarifié les choses parce que les gens lui posent tellement la question de savoir s'il est de droite ou de gauche. Personne ne lui avait rien demandé. Alors qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Je voulais que vous commentiez avec moi ce sondage. Mais je voulais qu'on commente ce sondage ensemble. 70% des sympathisants de gauche ne souhaite pas qu'il soit candidat à la présidentielle, ce dernier sondage. Pour l'ensemble des Français, cette fois, 36% des Français souhaitent une candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, 31% seulement des Français jugent Emmanuel Macron de gauche, selon un sondage réalisé hier. Ça vous inspire quoi? Moi, je pense qu'il est ni de l'un ni de l'autre, il est progressiste. Voilà, c'est ce qu'il a d'ailleurs bien expliqué hier. La vision, c'est un repoussoir pour la gauche. À mon sens, quelque chose qui a tendance à s'estomper à partir du moment où on est soit dans le tripartisme, soit dans le quadripartisme. Il est progressiste vis-à-vis des conservateurs. Je tenais à dire quelque chose. Moi, je comprends cette démarche qui est une démarche de citoyenneté. Effectivement, on a besoin de citoyenneté, de mobiliser la population, de confronter des idées, de coélaborer, de construire des perspectives politiques. Complètement d'accord. Ce que je pense quand même, c'est que on trompera les gens si on laisse passer l'idée que sans choix de société, on arrivera à résoudre les questions de fond. Parce qu'on voit bien, chaque fois qu'on veut mettre en œuvre dans un village, dans un quartier, sur des territoires ruraux, quand on veut mettre en œuvre
des mesures. Derrière tout ça, derrière ces mesures, il faut pas seulement le dynamisme, pas seulement l'enthousiasme, il faut aussi s'affronter à des murs tels que, par exemple, la volonté de supprimer des services publics, alors qu'on a besoin de toujours plus de services publics. On a besoin de dynamiser une vie dans une cité, mais pour dynamiser une vie dans une cité, il faut que la collectivité ait des moyens financiers, alors on en retire aujourd'hui, et que, par exemple, le CICE qui a été donné à des entreprises s'est fait au détriment de collectivités locales, notamment. L'économie française. Non, mais moi, je suis assez sensible à ce que dit Alain Tourret. Je pense que ceux qui pensent la même chose devraient travailler ensemble. Et d'ailleurs, à commencer par peut-être Emmanuel Macron, Emmanuel Valls. Ça me choquerait pas, moi, personnellement. Il faudrait mieux qu'ils s'écoutent plutôt que de s'envoyer des pics. Mais peut-être. Je suis pas en désaccord avec ça. Je pense qu'effectivement, il faut essayer quand même. Quand même. Enfin, il porte la même politique. Enfin, si, quand même. La même politique. Je cherche pas. Il s'agit pas. C'est pas un match. Mais bon. Mais la question est de savoir comment on y parvient. Autant je pense qu'il peut y avoir, on verra après ce qui se passera en 2017, parce que dans la tripartition que vous soulignez, il y a quand même une hypothèse dans laquelle il y ait soit la droite, soit la gauche qui ne soient pas forcément représentés au second tour de l'élection présidentielle. Ça peut arriver quand même. C'est pas. C'est vrai. Oui. Donc la question, 2002, la question, elle pourrait se poser. La question, c'est comment on y parvient. Moi, je pense que là-dessus, moi, je suis une culture assez parlementariste sur ce plan-là, ou ce qui se fait en Allemagne. Je pense que c'est à travers des coalitions sur des points précis qui sont proposés devant les électeurs, etc., qu'on peut faire ces rapprochements. L'idée d'un dépassement de la droite et la gauche, c'est un peu autre chose. C'est l'idée quand même qui a été lancée par Emmanuel Macron. Ça me semble quand même plus difficile, parce que cela signifie qu'il n'y aurait plus finalement de frontières ou de différence entre la droite et la gauche. Or, évidemment, le clivage s'est atténué, mais je pense qu'il y a encore quelque chose quand même d'assez profond et des valeurs qui sont différentes. On l'a vu sur les questions de société, etc. Et je ne suis pas certain qu'on puisse proposer aux Français de dissoudre, au fond, des différences qui sont quand même consubstantielles à la vie politique et à la vie de la société. Je voulais revenir sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Il veut apparaître différent, mais n'est-il pas le pur produit de l'élite à la française ? Évidemment, à partir du moment où vous sortez de grandes écoles, vous êtes le type même d'un produit de ce que la France produit de mieux, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut faire mieux alors ? Mais est-ce que pour autant on l'interdirait à ceux qui sont là ? Moi, le président de la République sort de l'ENA, Madame Ségolène Royal sort de l'ENA. Voilà, ce sont des vérités. Pour autant, ça ne les empêche pas, éventuellement, d'avoir une sensibilité très forte à ceux qui souffrent. Pour autant, ça ne les empêche pas d'être des dirigeants sur lesquels on peut reconnaître un certain nombre d'actions et de vérités qui se sont passées. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'on doive éliminer un tel ou un tel à cause de cela. Qu'il y ait eu, à un moment donné, le rôle de l'ENA en France, ça, on n'a pas suffisamment réfléchi. On a fait avec l'ENA une machine à créer, à produire des dirigeants politiques, et ça, c'était pas une bonne chose. François Ndiaye, très rapidement. Même que c'est une bonne chose, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui, et je le dis, moi, je suis parent de deux enfants. Vous dénoncez la reproduction sociale, mais ça, c'est une sorte de reproduction sociale quand même. C'est autre chose. C'est une petite contradiction. Ce qu'on dénonce, c'est l'impossibilité de pouvoir renouveler les acteurs. C'est-à-dire que être issu de l'élite, c'est une bonne chose. Moi, j'ai deux enfants, je peux vous dire que je me bats tous les jours pour qu'ils fassent partie de l'élite. Parce que être l'élite, parmi l'élite, ça veut dire bien travailler à l'école, bien réussir ses examens, bien réussir ses diplômes, etc., etc. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Si tous les jeunes de ce pays étaient issus de ces grandes écoles, je serais, moi, pour ma part, ravi. Par contre, ce qu'on en fait, ça c'est autre chose. Et c'est là où Emmanuel Macron diffère. Parce que ce que disait monsieur tout de suite, moi je peux y adhérer. Par contre, dire qu'aujourd'hui on veut effacer les différences, c'est pas du tout notre propos. Avant de conclure, je voulais donner la parole à Jean Gabory qui est avec nous. Vous avez une réflexion sur ce débat ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous écoute depuis plus de 40 minutes maintenant, et en fait, ce que je remarque, c'est que la méthode d'Emmanuel Macron fonctionne ou marche, sans mauvais jeu de mots, parce que vous lui prêtez tous le dialogue, l'écoute et la co-construction. Et oui, c'est ça l'esprit d'En Marche. Donc je vous invite
tous à lui faire part de chacune de vos expertises. Et c'est ça aussi qui fera le succès de demain. C'est cette co-construction. C'est ça l'esprit d'En Marche. C'est que la situation exige que chacun apporte. On peut bien faire tous les grands discours, mais les faits sont têtus. Encore une fois, c'est Lénine qui le disait. Moi, je constate une chose, c'est que dans la réalité, qui a vendu l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des Chinois avec une multitude de mensonges vendus à des voyous? Sinon, Monsieur Macron, dans la réalité de la réalité de ce qu'il met en œuvre, il met en œuvre en fait une politique qui est au service des plus riches, au service des banquiers. Et vraiment, j'espère qu'on se reverra dans un an ou deux, et vous risquerez sans aucun doute de revenir sur tout un tas d'illusions qu'on pouvait entretenir. Ce que je voudrais dire pour terminer sur Emmanuel Macron, donc je suis chargé de défendre ici, mais la défense est facile. C'est un homme jeune, plein d'ambition pour la France, qui veut libérer les énergies. Jamais je n'ai vu quelqu'un pareillement vouloir libérer les énergies françaises. Ça, c'est quelque chose qui me semble très fort. Rarement on a eu une telle pépite dans la société politique. Et ça, c'est ce qui me semble très fort et qui doit être redit. C'est un prophète, alors. S'il vous plaît. Mais non, on est convaincu de ses qualités. C'est pas en cause, ça. Christophe Carèche, est-ce que vous pensez que François Hollande... On est convaincu de ses qualités. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ses qualités. Christophe Carèche, est-ce que vous pensez... Voilà. Mais non, justement, parce que c'est là qu'il y a peut-être une petite confusion. Mais c'est pas parce qu'il a des qualités évidentes, personnelles, intellectuelles. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui ont des qualités à droite. Il y a des gens très intelligents à droite, etc. Est-ce que vous pensez que François Hollande va nous répondre? Donc, il y a un débat. Est-ce que vous pensez que François Hollande va lui répondre demain lors de l'allocution du 14 juillet? C'est une bonne question, mais c'est pas moi qu'il faut la poser. À la manière de Jacques Chirac vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, je décide, il exécute. Vous aurez la surprise demain. Je pense que le président de la République va répondre à ces questions, bien évidemment. Il sera posé, il y aura des réponses. Bien sûr. Moi, personnellement, et c'est pas la réponse d'Emmanuel Macron, c'est ma réponse personnelle. Moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République laisse Emmanuel Macron préparer un nouveau projet pour le pays et lui laisse la place. C'est ce que moi je souhaite à titre personnel. Après, il y a ce que... C'est une option. Après il y a ce que les événements nous montreront et on verra sur place. Mais il pourrait prendre la tête de son comité de soutien, d'ailleurs. Respectons au moins la démarche d'Emmanuel Macron, qui est de faire un diagnostic pour le pays et à partir de là, proposer un projet. Et nous verrons. On aura compris. André Chassaigne n'est pas convaincu. Non, vous êtes sincère, c'est déjà une chose. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir éclairé sur l'iconoclaste Emmanuel Macron qui s'ingénie à troubler le jeu un an avant la présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.